c'est pas parce sûr. que là... Oui, alors attendez, là on va ouvrir le débat sur la renégociation des contrats et sur la renationalisation, mais un mot, quelques mots, maître l'empereur, ça vous choque ces surprofits Mais oui, j'imagine là les auditeurs, ceux qui sont devant leur voiture et ceux qui sont certainement même au péage, Jean-Jacques Bourdin en ce moment, au moment où vous parlez, qui sont en train de payer la dîme, le aux nouveaux fermiers généraux que sont les sociétés d'autoroutes et qui écoutent et qui, mon confrère, nous expliquer que tout ça est normal. C'est un scandale. Il paie parce qu'il roule en toute sécurité, il paie aussi parce qu'il roule sur de très bonnes autoroutes. Ce qui ne justifie pas le préciser. Ce qui est le minimum pour des sociétés à qui on a concédé, puisque c'est une concession de service public, l'exploitation de ces autoroutes, mais ce qui ne justifie en aucun cas, non pas la rentabilité de ces sociétés, mais la surrentabilité. Vous n'avez pas un business en France ou même en Europe qui génère autant de profits, autant de milliards d'euros que ces sociétés d'autoroutes. Nous sommes sur des taux de rentabilité qui n'existent pas dans l'économie réelle. Et pourquoi elles n'existent pas? Parce qu'en réalité, ces sociétés d'autoroutes, et si on vient sur le juridique, elles sont un monopole. Elles sont dans une situation de monopole sur le trajet qui leur a été concédé par l'État. Et donc, ce qu'elles font en réalité, c'est qu'elles profitent d'un monopole et peut-être même qu'elles abusent de leur position dominante. Donc, non seulement c'est un scandale politique, parce que, et ça d'ailleurs malheureusement c'est devenu très français, vous savez Jean-Jacques Bourdin, c'est l'investissement, c'est les impôts des Français qui créent les infrastructures, et au moment de ramasser les profits, on l'a vu récemment avec la vente des aéroports à des sociétés chinoises, etc. Au moment de ramasser les profits, ce sont des entités privées. Donc non seulement c'est un scandale politique, mais c'est aussi un scandale économique, parce qu'on ne peut pas, juridiquement, on n'a pas le droit d'abuser d'une position dominante. Bien. Alors est-ce qu'on pourrait renégocier les contrats bien entendu, maître l'empereur. Le vice-président du Sénat a raison, c'est une question de volonté politique après tout. Je pourrais vous expliquer. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire? Je pourrais vous expliquer. Pendant de longues minutes, tout à l'heure je vous parlais de l'abus de position dominante, c'est quelque chose qui existe juridiquement. Si l'État devait considérer que ces sociétés, et ça a été jugé déjà par l'autorité de la concurrence notamment, sont en position dominante, et s'il y a un abus, on peut aller devant les tribunaux et on peut expliquer que cet abus, il est anormal, et on peut demander une sanction, une amende, et ça serait une façon de mettre la pression pour renégocier les contrats. C'est un aspect. Si les contrats qui ont été conclus, il y a quand même un droit de la commande publique en France. S'ils ont été mal ficelés, s'il y a eu, comme le disait François Bayrou à l'époque, une collusion entre des intérêts privés et un pouvoir politique qui, sur cette question des autoroutes, était selon lui, selon François Bayrou, trop proche. Donc s'il y a eu des contrats qui, pour des raisons X ou Y, ont été mal négociés par l'État, si l'État s'est fait avoir, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, et vous avez devant les tribunaux de commerce dans toute la France, des co-contractants qui ont signé des contrats et qui viennent demander aux juges de rétablir l'équilibre dans le contrat, qui viennent expliquer que le contrat a été mal fait, qui viennent demander aux juges de défaire le contrat. Pourquoi l'État ne fait pas ce que n'importe quel co-contractant fait dans la vie économique parce que c'est et dans le droit des affaires. Mais parce que c'est l'État, nous ne sommes pas devant le tribunal de commerce. Mais peu importe, on peut aller devant le Conseil d'État, on peut s'adresser... a déjà tranché la question, confrère, vous le savez. Enfin, je pense que vous avez regardé avant de venir les différentes décisions qui ont été rendues. C'est devenu malheureusement très français de considérer qu'on ne peut rien faire parce que c'est compliqué. Il suffit qu'à un moment donné, un pouvoir politique fasse un mauvais contrat pour qu'on ne puisse pas le défaire pendant des années. Je suis en train de vous dire... Votre solution, maître l'empereur, vous, c'est clair, il faut absolument renationaliser. Non, je pense que nationaliser, c'était effectivement la position qu'on avait défendue à l'époque quand j'étais sur les péages, parce que Nicolas vous avez Dupont-Aignan a défendu ardemment cette position. Je parlais de François Bayrou, et Nicolas Dupont-Aignan effectivement était très engagé sur cette question des péages, et moi-même j'ai participé à des opérations de blocage, parce que comme citoyen j'étais scandalisé effectivement de voir les prix qui augmentaient sans cesse sans la contrepartie. Nationaliser, ça a un petit côté chiffon rouge. C'est compliqué une nationalisation, et j'ai peur qu'on écarte des auditeurs qui vont se dire « Ouh là là, c'est une solution communiste, etc. » Je pense que ce qu'il faut, c'est un vrai service public. Et le service public universel, l'accès à tous du service public, ça peut passer par une concession. C'est-à-dire, on demande à un opérateur privé de gérer le service public. Mais il y a une contrepartie dans les concessions de service public. Et notamment, qu'on ne se gave pas sur le service public et sur le dos des usagers. Donc en réalité, ce qu'il faudrait, c'est une concession de service public. C'est pas forcément une nationalisation. Mais alors en 2036 ? Mais non, pas forcément en 2036. Parce que déjà, tous les ans, il y a un arrêté ministériel qui vient fixer le nouveau montant des péages. Pourquoi personne n'attaque jamais cet arrêté ministériel, premièrement? Deuxièmement, l'État, c'est pas un co-contractant comme un autre, entre nous. Moi, cette discussion qu'on a en France à dire l'État a contracté, d'ailleurs avec lui-même, vous avez raison, monsieur le sénateur, on peut plus rien faire, on peut plus bouger, mais imaginez en Allemagne ou aux États-Unis, l'État
l'État américain, l'État allemand, qui dirait « je peux rien faire, on m'a signé un contrat il y a quelques années avec des entités privées », mais l'État, la puissance publique peut renégocier. Parce que sans l'État, qui continue d'ailleurs à investir dans les péages, c'est-à-dire que sur les infrastructures aujourd'hui, qui génèrent autant de milliards de rentabilité, eh bien les départements, les communes parfois, sur les infrastructures, continuent à abonder avec de l'argent public. Au moment de la concession... Non. Quand il y a des travaux sur des autoroutes, aujourd'hui encore, sur des autoroutes privées, vous avez l'État ne finance rien. Si, monsieur le sénateur, vous regarderez, entre 2006 et aujourd'hui, vous avez les collectivités. Et autre apport public, encore, alors qu'on a donné au privé ces sociétés avec une telle rentabilité, je crois que, en ce qui concerne les intérêts d'emprunt, l'État, au moment de la conclusion en 2006 des contrats, a fait un effort sur les intérêts de l'emprunt qu'ont effectuer ces sociétés d'autoroutes pour financer les investissements. Donc, si vous voulez, non seulement c'est des années d'investissement public qui ont été donnés pas cher, en quelque sorte, à ces sociétés, mais aujourd'hui, l'État, avec tout l'environnement, tout le contexte, ces autoroutes, elles sont pas nulle part, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Elles sont dans un environnement économique, public. Non, mais bien sûr. Et donc, si vous voulez, là, nécessairement, il y aurait une possibilité de leur mettre la pression. Jacques Bourdin, Suède, autoroute gratuite. Pays-Bas, autoroute gratuite. Lettonie, Lituanie, Finlande, autoroute gratuite. C'est-à-dire, c'est une question aussi de conception politique. Effectivement, in fine, c'est le contribuable qui va payer. Après, la question, c'est est-ce que l'État est capable d'organiser ? Moi, encore une fois, ça me choque pas qu'on demande aux entreprises privées de le faire. En plus, elles le font bien, apparemment. Eiffage et Vinci, pour ne pas les citer, même Albertis, quand on prend les autoroutes en France, on a plutôt l'impression qu'on est sur des autoroutes qui sont d'un bon niveau, qui ressemblent peut-être... Elles sont sûres. Elles sont relativement sûres, c'est vrai aussi, c'est très important. Les aires d'autoroute, quand on est une femme seule, qu'on voyage, c'est rassurant, la nuit, l'éclairage. Donc, il ne s'agit pas de critiquer les sociétés pour les critiquer. Encore une fois, ce qui me choque et ce qui nous choque beaucoup, je pense, et beaucoup d'auditeurs aussi, c'est le surcoût. C'est-à-dire, on a la sensation de payer un coût qui est démesuré, puisqu'en fait, ça va... Vous imaginez quand même que les actionnaires... On ne paie pas le juste prix. Jean-Jacques Bourdin, vous parliez tout à l'heure de 35 milliards d'euros sur les prochaines années. Vous imaginez, ça c'est pour les actionnaires. C'est simplement ce qui va être versé aux actionnaires. C'est même pas le chiffre d'affaires, c'est même pas la marge nette de ces sociétés. Ça veut dire que ces gens-là qui ont acheté ces sociétés d'autoroutes pour effectivement 20, 22, 25 milliards d'euros, déjà c'est amorti, et sur les prochaines années, ils vont prendre 40 000. C'est beaucoup trop par rapport au service. Encore une fois, on n'est pas, c'est pas une entreprise comme une autre, une autoroute, c'est pas vrai. C'est comme l'énergie, c'est comme l'eau. On pourrait raisonner avec ce raisonnement de dire les contrats, l'entreprise, mais c'est pas un service comme un autre. Oui, mais c'est grave de dire ça. Oui, moi j'entends. Là, je me mets en tant que citoyen, j'entends un sénateur qui me dit que les sociétés d'autoroute finalement trichent un peu avec le contrat, et c'est certainement la réalité. Je trouve ça grave. D'autant plus quand même, j'y pense, mais quand elles réalisent leurs travaux, ces sociétés d'autoroute, les centaines de milliers d'euros de travaux et d'investissements, qui sont les sociétés qui réalisent ces travaux? Souvent des filiales. Ce sont leurs filiales. Est-ce que ça serait pas souvent eux-mêmes d'ailleurs qui réalisent les travaux? Donc ça fait beaucoup d'avantages quand même.